on ne va peut-être pas faire une présentation de l'auteur parce que vous avez la bio sur le programme et puis tout le monde peut vérifier des tas de choses. Et peut-être qu'on va directement parler de l'œuvre d'Adam Thorpe. Ce matin, Adam Thorpe nous disait qu'effectivement, son œuvre est caractérisée par... enfin, il y a une grande unité, en ceci qu'il semble écrire un roman, un immense roman, dont chacun des romans publiés à ce jour est un chapitre, même si formellement on a l'impression que les romans, les œuvres ne se ressemblent pas. Alors j'imagine qu'on va tenter de trouver des lignes de continuité entre chacun de ces romans cet après-midi, et on a un peu discuté au gré du repas de dire à se mettre d'accord sur 2-3 lignes de continuité. Ginny, may you speak English to translate this, or is it fine? No need for an English translation for this. That's great. Thank you. Donc, j'avais envie de commencer par une question concernant la narration. C'est-à-dire que dans l'œuvre d'Adam Thorpe, c'est quelqu'un qui publie des romans qui sont un peu dépavés, assez conséquents, comme vous pouvez le constater. On a un sens de l'intrigue, de l'histoire, de story, de la narrativité. Il se passe des choses et c'est véritablement des textes qui sont des textes qui fonctionnent autour d'intrigues fortes, de personnages qui prennent leur temps, qui se développent, enfin, etc. Je crois qu'avec l'exemple de Gabriel Josipovici, on a eu quelque chose qui ne ressemblait pas nécessairement à ce type de pratique et de littérature. Donc je crois que là, il y a une spécificité et j'aimerais vous entendre sur cette question, peut-être. Oui, je suis assez... J'adore les histoires, j'adore les personnages, ça m'intéresse beaucoup. Et j'adore voyager avec mes propres personnages. Souvent, je ne sais pas ce qui va passer. J'ai une idée vague, peut-être une image, et puis on s'en va. Et souvent, mes personnages et aussi les mots me guident. Souvent les mots, les phrases apparaissent qui m'étonnent en fait. Je dis non, il ne faut pas aller dans cette direction, mais pourquoi pas? Ou un personnage dit quelque chose, c'est un peu bizarre, ou apparaît comme ça, et je dis il faut aller avec. Il faut aller avec, parce que le problème, comme Ted Hughes a dit, dans nos cerveaux, il y a un gendarme avec un bâton qui dit, dès qu'une très bonne idée, une idée originale apparaît, clac, comme ça, arrête ça, c'est stupide. Voilà, il faut dépasser ce blocage, il faut suivre l'imagination, on parle de l'imagination, c'est l'imagination. Et voilà, alors, oui, l'intrigue, par exemple, mon dernier roman, c'est un polar. Et ça a commencé comme, je voulais écrire un roman très court, 150 pages, quelque chose comme ça, qui vont bien normalement, méditatif, situé sur une île écossais, avec un bonhomme un peu scandinave comme ça, beaucoup de livres comme ça, par les Scandinaves qui sont comme ça, et ses réflexions sur sa vie, il a 50 ans, etc. Alors, le problème, pourquoi il est sur cette île? Alors, il a peur de quelque chose. Alors, j'ai regardé dans son passé, symboliquement, et j'ai trouvé une intrigue, il essaie d'échapper, en fait, les tueurs, les assassins. Pourquoi? Alors, tout d'un coup, je suis trouvé dans une situation qui était beaucoup plus intéressante que le présent sur cette île écossaise, méditative, etc. Et tout d'un coup, le roman a pris une vitesse hallucinante, à Dubaï. Tout d'un coup, j'étais à Dubaï. J'ai jamais visité Dubaï. Très urbain, bien sûr, très matérialiste, etc. Et je me suis lancé dans une aventure complètement imprévue. Et je l'ai adoré. C'était super. Et j'ai fini avec un polar. En 2 parties, en fait. Deuxième partie, plus méditative, parce qu'on finit sur l'île écossaise. Voilà. C'est vrai effectivement que l'histoire est présente en termes de story. Il y a toujours beaucoup d'histoires avec un petit H comme ça, histoire. Et en même temps, on trouve assez régulièrement un arrière-plan. Enfin, ce sont des romans qui s'ouvrent le plus souvent à des phénomènes historiques. Donc là, on serait plutôt dans history. Et
Et effectivement, dans ce dernier roman, il y a Dubaï, mais il y a aussi des histoires de vente d'armes, c'est ça. Il y a aussi une histoire de rétribution, un passé qui se rappelle à la mémoire du présent et du protagoniste. Donc l'élément politique, il est aussi toujours présent en toile de fond. Dans No Telling, par exemple, c'est mai 68, vu depuis la perspective d'un jeune Français. Tout ça sous la plume d'un romancier anglais. Dans Ulverton, effectivement, on a aussi cette présence de l'histoire, mais alors de l'histoire et presque de la préhistoire aussi également qui est présente. J'ai l'impression que donc ceux qui caractérisent aussi en grande partie, même si il y a aussi beaucoup d'intimisme et beaucoup de liens, enfin, on a une conscience qui est toujours présente et très très présente dans ces romans. On a tout de même toujours aussi une ouverture sur l'historique et le politique également. Oui, en fait, il faut contrôler le côté politique et un peu peut-être propagande, parce que je suis très intéressé par les problèmes, comme tout le monde, écologiques par exemple. Et mon dernier roman, Flight, j'étais très tenté de me lancer vraiment dans les problèmes de climate change, changement du climat. Et en fait, il y a ce thème dedans, mais parce que mon personnage principal est un pilote de cargo, il ne s'intéresse pas du tout dans les questions environnementales. Ça veut dire, ça m'avait contrôlé mon côté très politique, parce que ça peut blesser, ça peut déformer le roman. Parce qu'un roman, c'est quoi? C'est une histoire qui concerne des personnages. Si on déforme les personnages avec ton propre vision politique, etc., c'est une déformation. Ils ne sont pas libres à être eux-mêmes. Et c'était très, très important pour moi que ce personnage principal est livré à lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas un côté poétique du tout, c'est conscient. Alors chaque fois que le livre est entré dans un truc un peu poétique, j'ai censuré ça. Chaque fois qu'il a dit quelque chose un peu poétique, j'ai censé ça, ou littéraire. J'ai censé tout le côté littéraire, mais quand même, comme Flaubert fait dans Madame Bovary, souvent. C'est très stylisé, mais quand même, c'est très contrôlé par les personnages. C'est les personnages qui contrôlent souvent le style. Homais, par exemple, ou Emma elle-même, il dépasse jamais, à mon avis, l'aura du personnage dans le roman. C'est pour ça que ça change continuellement. Bon, alors, c'est aussi, il faut dire que ce roman, mon dernier roman, comme No Telling, a un côté très autobiographique, parce que mon père n'était pas pilote, mais il a travaillé pour Paname pendant 35 ans. Alors j'étais immergé dans le langage de aéronautique, peut-on dire, tout le jargon. Ça, c'était le monde à moi. C'était ce monde de compagnie aérienne, en fait. Et j'ai rencontré les pilotes, j'étais même dans le cockpit pendant plusieurs vols, comme garçon, voilà. J'ai tout vu de ce côté, les accidents, voilà, quand mon père a reçu une nouvelle d'un accident, il a pleuré, etc. Alors tout ça, c'est dedans, mais c'est pas mon père, le personnage principal. Souvent, c'est inconscient, le côté autobiographique. Et No Telling, je suis né à Paris, mais je suis pas né à Bagneux. Ça, c'est quelqu'un qui est né à Bagneux au moment où ça change d'un village en banlieue, peut-on dire. Et c'est un milieu très petit bourgeois. Il y a un magasin, je vais lire un extrait peut-être en anglais, l'ouverture du roman. Mais c'est le personnage dans mes œuvres qui est plus proche à moi, ce garçon. Ça, c'est moi, vraiment. Mais parce que je me déplaçais dans un milieu où je ne savais pas, j'étais complètement ignorant de ce milieu Bagneux, voilà. Même je n'ai pas visité Bagneux, comme je n'ai jamais visité Dubaï. Je préfère ça. Parce que quand j'écris un roman situé dans le Moyen-Âge, par exemple, on ne peut pas visiter le Moyen-Âge. Alors on peut écrire un roman situé dans un lieu où on n'a jamais visité, parce que le même qu'on peut situer un roman dans un temps qu'on ne peut pas visiter. Et c'est l'imagination qui prend la place de l'effet, de la connaissance intellectuelle. Voilà.
Merci. L'œuvre d'Alan Thorpe est une œuvre qui parcourt les pays. On a parlé de la France, Afrique de l'Ouest, dans Pieces of Light, dans ce roman. Bon, il y a diverses excursions vers des citations plus ou moins exotiques, Dubaï tout à l'heure, enfin, ce genre de choses. C'est très étonnant, c'est vrai, No Telling se passe totalement dans la banlieue parisienne ou bien à Paris pour les émeutes de 68, enfin bon. Et en même temps, Alan Thorpe est systématiquement, peut-être pas systématiquement, mais ce qui revient souvent chez les critiques, c'est l'idée d'une anglicité qui est véhiculée par Thorpe, à savoir, ça vient du premier roman, Ulverton, j'imagine, où on prend ce village, ce microcosme, Ulverton, et on voit les tranches de vie à travers les siècles à Ulverton, en quelque sorte, avec diverses histoires. En même temps, ce matin, Alan Thorpe a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire. Il a dit, je le cite, I've been turned into Alverton. On m'a transformé en Alverton. C'est plus moi qu'on voit, c'est mon livre, hein, c'est bien ce qu'il disait. Et j'ai un peu souri parce que c'est vrai que dans Pieces of Light, qui se passe à l'origine en Afrique de l'Ouest, le protagoniste revient à Ulverton, justement, okay, quelques romans plus tard. Donc je me dis que ce culte de l'anglicité, en tout cas, il n'est pas fortuit. Il est parfois vu d'ailleurs, vu de l'étranger. J'ai toujours l'impression qu'il y a un retour et une construction, effectivement, une contribution à la mise en place d'une matrice culturelle, quelque chose comme ça, ou une définition de ce que c'est que l'anglicité. Oui. Bon, c'est peut-être expliqué par ma propre autobiographie, que je suis né à Paris, puis mon père est embauché pour travailler à Beyrouth, au moment le plus dangereux, dans fin des années 50. Et puis à Calcutta, au moment pire de la ville, c'était vraiment très dégradé, il y avait des cadavres devant notre porte, etc. Bon. Et puis je suis arrivé en Angleterre, comme petit garçon de 5 ans. Et alors il fallait tisser des liens avec les Anglais, avec l'Angleterre, et parce que la vision jusqu'à ce moment, c'était ailleurs. Alors, je me sentais, à ce très jeune âge, un peu mal à l'aise, déplacé. Bon, comme tous les exils ou les étrangers qui arrivent dans un pays, on ne sait pas, surtout avec les enfants. Et puis, je pense, j'ai toujours senti en Angleterre, un petit peu hors norme, peut-on dire, ou déplacé. Alors, ça explique peut-être pourquoi j'ai adoré mon enfance dans les années 60 en Angleterre. J'aimais beaucoup l'Angleterre, voilà. Et mon père aussi, il était dans la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 16 ans, en France, puis en Belgique, et puis en Allemagne. Il était toujours un peu contre Angleterre. Puis il est resté en Belgique et en France. Alors il m'avait donné l'impression que l'Angleterre, ça marche pas très bien par rapport à la France, qui est le paradis. Voilà. C'est l'autobiographie de mon père aussi qui a joué un rôle. Alors, dans mes romans, je pense, j'essaie de tisser les trucs très profonds avec mon propre pays. Avec ma langue maternelle, etc. Et Ulverton, c'est vrai, c'est un grand effort de m'enraciner par la fiction, parce que je suis absolument obsédé par l'histoire agriculturelle de l'Angleterre. Le fait que c'était industrialisé, sans demandant aux paysans s'ils aiment vraiment d'être industrialisés. Et on fait l'effet, à mon avis, bon, il y a beaucoup d'avantages d'être un pays industrialisé, mais au niveau de paysage, au niveau esthétique, etc., c'est une catastrophe pour moi. Les voitures en tout, voilà. Alors, etc. Alors, et puis, maintenant, notre industrie, ça laisse beaucoup de dégâts. Et c'est toujours comme ça, je suis obsédé par, en fait, la perte, les choses qui sont perdues. C'est pas moi, je suis pas contre la nostalgie. C'est un mauvais mot, mais je suis pas contre la nostalgie. Je pense que ça joue un rôle très important dans notre psychologie.
Je pense qu'on a besoin de nostalgie. On ne peut pas être toujours favorable à tout ce qui se passe. Voilà. On doit nous enraciner, même avant notre propre vie, hein, avec nos ancêtres, etc. J'étais très émouvé, par exemple, par l'exposition en Angleterre, à Londres, de l'art de l'âge glacial, l'âge de glace. C'est l'âge de glace. C'est absolument... J'étais très émouvé. Je pensais que c'était... Moi, je comprends ces gens, je comprends le paysage complètement glacial, etc. Ça me dit quelque chose, même plus que des trucs avec lesquels je suis entouré. C'est parce qu'on n'a pas le temps de les absorber. Alors, je suis complètement démodé parce que c'est l'âge d'Internet maintenant, mais bon, où c'est un collage de tout. Je ne suis pas comme ça et je me sens mal à l'aise. Alors, c'est pour ça que chaque roman, c'est un commentaire sur mon propre déplacement, ma propre nostalgie pour mon propre pays. J'étais au Cameroun. C'est pour ça que j'ai tiré, pendant mon adolescence, j'étais à Douala, au Cameroun. Je tire de cette histoire en Cameroun pour l'histoire en Cameroun pour Pieces of Light. Ça veut dire, c'est aussi un peu autobiographique. Et j'ai adoré l'Afrique occidentale, j'adorais les gens, c'est une vie beaucoup plus simple que le nôtre. J'étais vraiment séduit par l'Afrique, et l'Afrique profonde. Voilà, c'est bon, c'est le bon moment quand même. Voilà, maintenant c'est beaucoup dégradé, mais quand même... J'étais vraiment content d'être beaucoup plus avec la nature qu'en Angleterre. Donc c'est une vision d'Angleterre reconstituée de l'extérieur, c'est une matrice culturelle que vous allez chercher, que vous reconstruisez par des liens familiaux, mais aussi des projections culturelles, j'imagine, partagées avec une communauté. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle passe beaucoup par la voix et par la manière dont les voix sont imitées, la manière dont les voix sont évoquées. Je retourne à Jules Verton une fois de plus, mais c'est vrai que dans ce texte-là, ce qui est caractéristique, c'est véritablement le fait que les idiolectes, les sociolectes, les manières très spécifiques de parler des personnages à diverses périodes sont reconstruits, recomposés, appelés à nos oreilles. J'ai l'impression que c'est à travers ce dispositif qu'on est au plus proche de la voix d'un personnage et que cette voix nous fait le plus voyager de la manière la plus radicalement possible et nous transporte dans des périodes. Et lorsque vous parliez tout à l'heure du jargon, de l'aéronautique, j'avais l'impression qu'effectivement là aussi on était dans un sens du pastiche, hein, ou de l'imitation d'un type de registre. Et de la même manière que on a en permanence ce goût pour les personnages et les histoires que vous diriez ce matin, j'ai l'impression aussi que en permanence, on a parlé de ça il y a 2 jours avec Gabriel Josipovici, c'est fait de manière tout à fait différente chez vous, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la même attention au timbre de l'autre, d'une voix, d'une reconstitution. Et ça contribue assez largement à donner cette patte au roman, à cette distinction. Oui, en fait, c'est pour ça que mes livres sont un peu difficiles à traduire, parce que ça joue beaucoup avec les nuances, le ton, l'ironie, un peu comme Flaubert, encore une fois, mon maître, là. Mais... et Lawrence, okay, mon autre maître, il y a plusieurs, c'est D.H. Lawrence, qui joue beaucoup avec les timbres, avec les tons. C'est pas reconnu, mais c'est vrai. Il a un registre de voix dans son œuvre qui est extraordinaire. Alors, moi, je ne peux pas écrire un roman avec une narration neutre, avec un narrateur neutre. J'ai essayé. Flight, c'était écrit, mon dernier roman, c'était écrit en première personne, on dit first person, oui. Et quand c'était fini, j'ai tout converti en 3e personne, parce que je voulais ce détachement. En plus, quelqu'un qui fait la narration, c'est probable qu'il ne sera pas tué. Alors, si tu es de 3e personne, le suspense est un peu plus épais. Et c'est pratique, hein. Mais aussi, il y a ce côté, pas détaché, si c'est en première personne, c'est lui qui nous parle. Il parle à nous. Et moi, je voudrais un petit peu me détacher de lui pour qu'on puisse regarder ce personnage, un peu à distance, un petit distance, comme ça. Mais c'est toujours une voix qui parle. Je ne peux pas éviter les voix. J'étais comédien quand j'ai débuté ma carrière après la fac. J'étais comédien et maintenant je regrette un peu de ne pas être, je sais pas,
une vedette, mais bon, normalement, c'est très peu probable, mais bon, dans mes rêves, hein, Jeremy Irons ou voilà, Mark Rylance, voilà. Et surtout avec un manque d'argent. Et j'ai dit ça à quelqu'un dans le village qui est comédien, en fait. Et j'ai dit, mais vous êtes toujours un comédien, vous êtes romancier, et avec beaucoup de voix, vous êtes toujours comédien. Juste converti en quelqu'un qui écrit et pas qui joue pas. Et voilà, c'était un très bon commentaire sur mes livres, je pense. Alors c'est pour ça que, en fait, peut-être c'est ma faute que je ne peux pas écrire un roman avec une narration transparente. C'est toujours épais, avec quelqu'un, avec un personnage, avec une personnalité. Très humain, je pense. C'est ça qui j'ai du difficulté à écrire des romans un peu abstraits, un peu... voilà, ils sont toujours très concrets et les concrécités concernent aussi le ton, la voix, la gorge. Moi, une chose qui me frappe dans ces romans, c'est la violence. On a parfois des contextes qui sont des contextes de conflit. J'ai parlé de mai 68, par exemple. Il y a une scène très très violente à la fin de ce roman. Il y a un effet de perspective, un effet de focalisation qui se met en place qui est très saisissant. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin c'est un roman d'apprentissage, c'est un Bildungsroman, à tas d'égards, c'en est un véritablement. Et puis là où tout bascule dans la vie de ce jeune homme, c'est lorsque sa mère se fait agresser par les CRS dans les rues de Paris, en marge des manifestations de 68. Et à ce moment-là, le roman bascule, c'est-à-dire que justement, on passe à un registre, il y a une perception qui est totalement neutre, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus d'affect, tout d'un coup, il n'y a plus de proximité, tout d'un coup, on passe à une langue assez transparente, qui n'est plus du tout épaisse, comme ce que vous disiez juste avant. Et donc, dans la froideur de ce moment-là, comme à distance, on voit l'horreur se produire, et l'horreur de la torture se produire véritablement. Et là, ça bascule. Et là, on se dit, Thorpe, en fait, d'accord, il peut être très près du personnage, il peut être extrêmement collé, il peut être extrêmement empathique, et puis par moments, il sait se mettre à distance pour créer un effet d'empathie redoublé, extrêmement violent, extrêmement fort. Il y a la violence dans des tas d'endroits. Cette violence-là, il me semble que je la lirais à une catégorie qui, chez vous, me paraît tout à fait évidente. Elle l'est chez beaucoup de romanciers, mais là, peut-être plus encore, c'est celle de la vulnérabilité. J'ai vraiment l'impression que ce qui caractérise la plupart des romans que j'ai lus d'Adam Thorpe, c'est des personnages qui ne sont pas des héros, qui ne sont pas des surhommes, qui ne sont pas dans la quête d'une surpuissance. C'est des personnages qui savent échouer, qui savent perdre. Des personnages qui, effectivement, sont les petites mains de la société contemporaine ou de la grande histoire, ça dépend. Et oui, c'est ça, des gens qui savent perdre, qui savent s'excuser, qui ne sont pas là pour casser nécessairement, mais qui sont souvent cassés eux-mêmes, enfin, etc. Et je trouve que ça, c'est tout à fait, d'abord, poignant, parce que c'est des romans qui sont très très émouvants le plus souvent, et je trouve que d'abord c'est quelque chose qu'on trouve assez régulièrement dans le roman contemporain, même s'il est pratiqué de manière différente. J'en ai parlé il y a 2 jours, mais chez vous c'est bien présent, et ça va de pair avec des histoires, un goût pour la narration, enfin, etc. Moi j'aimerais bien vous entendre sur cette notion de vulnérabilité, si vous trouvez que c'est pertinent, si ça s'attache au personnage, ça s'attache peut-être moins à la forme, mais je crois que les personnages sont bâtis autour de ça. C'est intéressant, quand vous êtes en train de parler, j'ai regardé la couverture de un roman qui s'appelle The Standing Pool, situé dans les Cévennes, en fait. C'est pas cité les Cévennes, mais c'est une famille anglaise qui vient en France pour une année sabbatique et tout bascule. C'est un peu Dominici à faire, Dominici. J'étais obsédé par ça comme gamin. Et voilà, il y a une piscine, là, avec 2 chaussures d'une petite fille à côté. Et ça veut dire, qu'est-ce qui se passe là? Une piscine est très dangereuse. Voilà, vulnérabilité. Et c'est ça que c'est très important pour moi de m'exprimer sur ce sujet. Je pense que c'est peut-être inconscient aussi, mais je pense qu'on vit dans un monde très dur. Pas dur nécessairement physiquement pour nous, pour l'Occident, mais psychologiquement
très dur psychologiquement, je pense. Ça veut dire on a beaucoup de pression, on a beaucoup de divertissement, oui, mais beaucoup de pression aussi. C'est très difficile de suivre, je pense, notre propre chemin. On est tenté partout, on a des... Bon, de l'école et après à la fac et puis après avec le boulot. Et ça me frappe parce que ça devient de plus en plus dur. Ça veut dire on est tous plus en plus vulnérables. Précarité, etc. Et c'est ça que même la famille s'explose un peu, voilà, c'est plus en plus dur de trouver nos pieds, peut-être. Et je pense que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Mais dans mes nouvelles, par exemple, j'aime les personnages, il y a une variété de personnages avec les petits boulots. Il y a même un écrivain qui écrit un roman qui a un effet catastrophique sur la vie de l'éditeur. Et tragique, en fait. Le texte, le manuscrit a un effet tragique sur l'éditeur qui prit sa vengeance sur l'écrivain, ce pauvre innocent. Mais l'écrivain est innocent. Il est prof de mime, comme moi à l'époque. Il a essayé d'écrire ce roman, c'est son premier roman, et tout d'un coup, il a essayé, après des années et des années, de sortir quelque chose tellement étonnant que ça a un effet désastreux sur la vie de l'éditeur. C'est un petit polar. Et voilà, j'aime beaucoup, les gens vulnérables sont beaucoup plus attirants, je pense, que les gens avec beaucoup de confiance, et voilà. Et peut-être aussi, je ne me sens pas très confiant en moi. Je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Alors, je suis vite cassé, comme mes personnages, là. C'est pour ça que c'est un boulot très dur d'être écrivain, parce qu'on a toutes les critiques négatives dans la tête, et on oublie toutes les critiques positives. C'est terrible. Parce que les critiques négatives sont vraies. Les autres sont le blabla. Flatteur. Alors, non, j'exagère un peu, mais quand même, on a tous nos propres défenses, et mes personnages ont tous leurs propres défenses. Et les romans, c'est le seul, en fait, genre qui peuvent inclure les personnages très banals ou très, très faibles. Parce que le roman, c'est, comme Lawrence a dit, c'est le bouquin de la vie. C'est the book of life. Et toute la vie, c'est dedans. On n'exclut rien de roman. Malgré toutes les critiques ou toutes les écoles qui disent on ne peut pas dire ça, on ne peut pas écrire ça. C'est pas vrai. Dès le début. Avec les Romains. Merci beaucoup. Il y a aussi une chose qui fait partie, enfin qui participe de cette vulnérabilité générale. Chose, c'est pas le mot. Il y a toujours un problème récurrent qui participe de cette vulnérabilité générale dans ces romans-là. Je vais lâcher un gros mot. C'est le trauma. J'ai l'impression que généralement, ce qui se passe dans ces romans, c'est qu'on a toujours quelqu'un qui est un peu cassé, la carlingue est froissée, pour prendre la métaphore tout à l'heure, et elle est froissée par divers événements. C'est-à-dire que c'est le cas dans No Telling, c'est le cas dans d'autres textes. On a assez généralement un personnage qui est agi par une faille profonde qu'il ne connaît pas, dont il n'a pas conscience, autour de laquelle il tâtonne sans cesse, parce que cet événement passé, extrêmement douloureux, extrêmement violent, est un événement qui est tellement violent, justement, qu'il n'est pas stocké dans la mémoire, il est stocké ailleurs, on n'y a pas accès véritablement. Et il faut des tas d'années de latence avant que cet événement ressurgisse. Donc c'est pour ça que je parle de trauma. Le mot n'apparaît pas à ma connaissance dans ce sens-là dans ce que j'ai lu de Thorpe, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps présent sur l'enfance, sur l'adolescence,
Ces moments de basculement, ces moments où un deuxième événement déclencheur vient rappeler le premier événement enfoui qui avait disparu totalement et qui plombait totalement le personnage. Il n'avait pas conscience, il tournait autour du pot, he was beating about the bush, mais c'était là, il y avait ce trou, ce trauma qui réapparaît. Et moi j'ai l'impression que ça revient tout le temps, et que ça ressortit aussi une logique de la hantise, du fantôme, de la spectralité. Hein. Il y a toujours des revenants chez Thorpe comme ça, il y a des gros événements qui reviennent, dont on ne se dépêtre pas. Il y a un passé qui se répète dans le présent, plus qu'il n'est remémoré souvent. Voilà. C'est à ça que je suis très sensible dans votre écriture, et si vous avez envie d'en parler un peu, je serais reconnaissant. Sinon, oui, ou bien l'extrait. Peut-être lire un extrait de No Telling pour commencer. Oui, je pense que le roman, c'est le genre idéal pour exprimer le trauma, parce qu'on a les pages qui tournent, on peut retourner dans le passé avec les flashbacks, etc. On peut enterrer quelque chose, on peut le suggérer avec les métaphores, les moments d'ouverture, puis les enterrer encore. Et c'est au lecteur de reconnaître les moments où le trauma ressort. C'est idéal pour ça. Plus peut-être qu'une pièce, sauf si on est Shakespeare. Bon. Bien sûr, mais et No Telling est basé sur Hamlet, parce que en fait son père est mort quand il est très jeune, pas comme Hamlet, mais bon, et sa mère se marie avec son oncle. Alors, il ne sait pas ce qui s'est passé avec son père. On ne sait pas jusqu'à la fin du roman. À la fin, on comprend ce qui s'est passé. Et il a aussi une sœur dans mon roman, folle, qui est l'Ophélia du roman. Et mais il est très innocent, un peu comme Hamlet aussi, il est innocent. C'est un Candide. Et je pense que moi, je suis aussi fasciné par le trauma créé par les événements publics, l'histoire. Les événements publics, ça veut dire les événements pas personnel, mais énorme. Et c'est vrai que 2 générations de ma famille, mon père et mes 2 grands-pères, étaient très, très touchés par les 2 guerres. Surtout, mon grand-oncle était tué vers la fin de la Première Guerre mondiale. Mon grand-père, son frère, était complètement gazé, traumatisé par le shell shock, traumatisme de guerre, etc. Toute la vie. Alors ça a changé sa vie, ça a changé la vie de ma mère, sa fille. Et puis ma mère était à Londres pendant le Blitz. Elle voulait jamais parler de ce qu'elle a vu, parce que la maison à côté était complètement détruite, il y avait des cadavres, les blessés chez elle, etc. Et mon père a ressurgi le trauma de la Deuxième Guerre mondiale vers la fin de sa vie. Tout d'un coup, il a commencé à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il a raconté tout dans une demi-heure, ce qui s'est passé. Il a perdu des amis, il a vu des choses. Tout d'un coup, et puis le rideau était refermé. C'était à ce moment où j'étais en train de conduire comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et c'était comme il était un garçon de 17, 18 ans. Mais même sa voix, il avait 80 ans. Mais alors c'est ça le trauma qui est créé par les événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et voilà, mais No Telling, c'est plutôt un trauma personnel. J'ai le temps de lire, peut-être, l'ouverture, il y a 5 minutes. I was born into industrial vacuum cleaners. Our house in the suburbs had an extension like a shop, but it wasn't a shop. It was a huge block with a plate glass window facing the road, and it made the house look small. Inside it were the industrial vacuum cleaners, standing about on the floor or sleeping in a wall made of cardboard boxes at the back. This room was called 2 names, sometimes showroom, sometimes stockroom. I was 3 or 4 when I first realized that this huge room was different from the rest of the house. It had its own shiny smell, which was stronger near the boxes and had no people in it, even after a client had been. On one wall was a large board with lines and lines of holes and some white hooks stuck in the holes. Nothing hung from the hooks, and the lines of holes danced about when you looked at them. The whole room was very calm, as if the air was holding its breath. When a client came, it exploded into noise.
The roaring vacuum cleaners grew quieter and quieter in my ears, and yet everyone was still shouting. One day, my sister was teaching me 21 in the kitchen. I was 5, she was 13. My mother was out shopping. My father was at home, working. There was a ring at the front door, and my sister left me with the cards and told me not to cheat. It was a client. I could see him at the other end of the hallway, standing on the front step. She went to find Papa in the stockroom. The client stood in the sunlight, looking at his watch and at the road and at me, giving me a smile because I was staring at him from the kitchen. He fingered his collar and tapped his hand on the briefcase under his arm, lifted his chin and stroked it underneath, and looked at his watch. He had a wide striped tie and a dark hat and a white handkerchief sticking out of his top pocket. I wanted to peep at my sister's cards. He gave me a little wave, then stroked the underneath of his chin again, and after that he looked at his watch. I was at my grandfather's and aunt's for a few days with the loud aeroplanes and the cold sheets, and then I came back. My father wasn't at home anymore. My mother told me he'd gone on a long voyage. I waited each morning for a letter to come with a funny stamp. Alors ça, c'est le moment où son père est mort, en fait, décédé. Mais ce n'était pas admis, parce qu'il est trop jeune, apparemment. Alors, il s'est converti dans un souvenir très, très précis de monsieur qui était sur le seuil de la maison, mais il essaie, pour tout le roman, d'absorber ce moment. Il ne s'était jamais absorbé. Ils sont trompés. Il fallait dire ton père est mort. Mais bon, c'est très difficile pour la mère, etc. Alors c'était enterré. Et ça, c'est le trauma de Gilles, l'héros de No Telling.